Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre émission Un homme, un concept. Ce soir et ce matin, pour ceux qui vont nous suivre lors de la rediffusion, nous allons passer en revue, comme ces derniers jours, l'actualité ici en République démocratique du Congo, marquée en cette fin de semaine par la visite de 2 jours de l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies ici en République démocratique du Congo. On va essayer d'analyser les propos tenus récemment par Nikki Haley. Ensemble avec moi pour parler de ça, retrouver Alon Chaloué, coordonnateur de la jeunesse de la majorité présidentielle. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Coordonnateur, je disais, vous êtes un peu le patron de toutes ces ligues de jeunes. Tout simplement coordonnateur pour qu'il y ait de l'harmonie au sein de la jeunesse de la famille politique du chef de l'État. Dans cette coordination, on retrouve les différentes ligues des jeunes. Exactement, le ligue de jeunes de partis politiques membres de la majorité présidentielle. Il y a certaines voix qui se lèvent quand même pour décrier une sorte de léthargie qui caractérise ces ligues de jeunes qui au final n'arrivent pas à réussir la mission de participer à l'épanouissement des jeunes en politique. Vous savez, ça va s'évaluer ce qui est vrai. Aujourd'hui, la majorité présidentielle compte environ 25 députés de moins de 35 ans sur 350, donc même pas 10%. C'est-à-dire l'enjeu, c'est vraiment intéresser le jeune à la vie politique, à militer au sein de partis politiques, parce que pour accéder à des responsabilités, il faut commencer par militer, faire preuve de ses capacités. Il ne suffit pas d'être tout simplement jeune et avoir des responsabilités du fait d'être jeune. C'est de la compétence, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez des jeunes qui ont pu émerger à travers le monde, vous voyez le président Macron et tout ça, nulle part dans leur discours, ils ont revendiqué leur jeunesse. C'est comme si vous êtes femme, vous dites que vous savez que je suis femme, c'est qu'il y a un problème. Il faut faire preuve, il faut apporter des solutions à la société. C'est ça la politique, c'est pour gérer la cité. Il faut être porteur des idées, il faut être porteur de propositions. Ce sont ces éléments réunis qui feront en sorte qu'on vous responsabilise d'abord au sein de votre parti politique ou dans le cas de votre famille politique. Et puis, vous serez mandataire politique si une fois votre parti politique accède à des postes de responsabilité. Alors, on parle de parti de la majorité. Curieusement, déjà, dans les différents gouvernements qui se sont succédés, pas trop de jeunes ont été retenus. Et curieusement, on retrouve au sein, vous parlez des postes dans les entreprises, un seul jeune se retrouver en administrateur, on peut dire ça comme ça, au sein de la SCTP, là je cite en l'occurrence... je ne sais pas, Madame, Constant Moutamba. Alors on se dit à la majorité, est-ce qu'on ne se sert pas de vous? Parce qu'on a du mal à vous Voilà, il y a une céder. différence. Nous sommes dans une démocratie représentative. Un gouvernement, c'est le reflet de la représentation nationale. J'ai dit tantôt que la majorité, la jeunesse de la majorité, c'est-à-dire les jeunes de moins de 40 ans, ne représentent même pas 10% de nos députés. Donc sur 350, on n'a même pas 35 députés de moins de 40 ans. Et en même temps, pour nommer dans les entreprises, on n'a pas besoin d'être député, puisqu'il y a des jeunes quand même assez compétents dans la majorité. C'est le reflet de la représentation nationale, les gouvernements. Maintenant, pour ce qui est de postes de responsabilité, le chef de l'État a prêché par l'exemple. Dans son cabinet, il y a une dizaine de jeunes conseillers. Pour ceux qui ne le savent pas, un conseiller au cabinet du chef de l'État a rang de vice-ministre. Donc, au sein de la majorité présidentielle, des jeunes sont responsabilisés. Si vous voyez tous nos mandataires de responsables, même à l'époque du Premier ministre Matata, il y avait des jeunes dans son cabinet. Le président de l'Assemblée nationale a des jeunes dans son cabinet. Et voilà, des jeunes souvent, ce sont des jeunes dont les parents ont eu soit à travailler avec l'actuel pouvoir ou l'ancien pouvoir de Mobutu. C'est ça aussi qu'on retrouve souvent dans cette sphère de la majorité. Des jeunes qui, quand tu ne portes pas le nom de ton père qui a eu un moment à travailler, tu auras du mal à être casé. Hein. Madame, je peux vous en citer des jeunes. Je peux également vous en citer des noms. C'est les hasards parce que, vous savez, quand vous avez certainement un parent qui est médecin, enseignant, forcément l'enfant rêve d'être médecin, enseignant. Et pourquoi pas ceux-là qui bénéficier de certaines faveurs. Pas forcément, il y a de la compétence, il y a la méritocratie. Mais il faut savoir une chose, que dans la politique, c'est un parcours initiatique. Il y a des échelons à gravir. Il faut gravir les échelons. Aujourd'hui, quand vous voyez même le chef de l'État lui-même,
bien qu'il a été président à 29 ans, mais il a gravi les échelons jusqu'à être président de la République. Vous voyez l'ancien Premier ministre Matata, il a gravi les échelons, il a été à la BCECO, ministre de Finances, Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale a été conseiller dans un ministère, et puis Donc c'est ce que directeur de demander aux cabinet. jeunes, d'être patient, Il d'y faut- aller mollo, il de faut- gravir les échelons. Il faut gravir les échelons. Pas comme ceux-là pour- qui disent, par il faut exemple, gravir. Ça, c'est les exceptions. Voilà. Dans la vie, pour réussir, il faut gravir les échelons. C'est un parcours initiatique. Il faut apprendre chaque étape et puis s'émûrir. Et puis, mais non, il y a des exceptions. Mais dans la plupart des cas, il faut gravir les échelons. Et si vous verrez tous ceux-là qui ont cartonné, ce sont ceux-là qui ont gravi les échelons. Donc j'encourage le jeune à gravir les échelons, à commencer au plus bas niveau de la politique et à monter au fur et à mesure. Moi, par exemple, j'étais chargé d'études, aujourd'hui je suis conseiller, demain je serai, je sais pas moi. C'est comme ça, il faut gravir les mais en échelons. attendant, vous ne Et c'est restez pour- plus jeune, c'est ça aussi le problème. En attendant de gravir ces Mais échelons, c'est ce que je vous dis. devenez, c'est la quarantaine, Ce n'est pas- et vous ne serez plus dans la ligue C'est- de jeunes, il y aura d'autres. C'est Mais aussi c'est ce ça que le je, problème. mais c'est ce hein. que je dis. C'est pas la qualité d'être jeune, c'est pas le fait d'être jeune qui vous donne le crédit d'accéder directement à des postes, à des hautes responsabilités. La Non. méritocratie doit C'est la primer. méritocratie, c'est la capacité de proposition, l'activisme au sein de sa formation politique, de sa famille politique. C'est ce qui détermine, c'est ce qui fait qu'on vous responsabilise. Donc, ce n'est pas seulement le fait d'être jeune, je suis jeune, je suis jeune. Ça, c'est la distraction. Je suis Il faut jeune et je travailler- veux par exemple que l'actuel président du Sénat démissionne, rende le tablier parce que selon certains jeunes, il a assez vieilli. Vous pensez que c'est ça la bonne façon de faire les choses? Surtout Non, que je ça vient trouve que c'est un peu creux. C'est pas l'âge qui détermine la compétence, forcément l'expertise, non. Il faut faire preuve de ces capacités, des propositions, des idées, proactivité, d'action, d'activisme. Si à partir du moment où on a toujours de bonnes idées, on a toujours la capacité de proposer, pourquoi ne pas continuer à gérer? Donc ça, c'est relatif. Donc nous devons sortir de ces carcans jeunes et travailler. C'est comme dans une famille. Quand une femme doit rappeler à son mari, monsieur, je suis ton épouse, dites-vous qu'il y a des problèmes. Et que des jeunes, travaillons. En plus, c'est la facilité quand même. Pour Et ces si jeunes-là. l'homme commence à rappeler à sa femme, vous savez, madame, je suis ton mari, dites-vous qu'il y a des problèmes. Arrêtons de ces débats que je trouve un peu creux, jeunes, vieux, ça ne veut rien dire. Proposons, travaillons pour l'intérêt de notre République et c'est le souverain primaire qui décidera si nous devons faire partie de la gestion de la réelle politique. Et donc là, aujourd'hui, la jeunesse de la majorité présidentielle, l'enjeu, c'est de quadrupler le nombre d'élus à la prochaine législature. Aujourd'hui, c'est environ 25 députés élus directement. Sur 350, c'est pas assez. Il faut atteindre le nombre de 100, 150. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le nombre d'enrôlés, c'est environ 70% de jeunes qui ont moins de 40 ans. Ça ne s'explique pas que de jeunes ne s'activent pas, ne militent pas, ne proposent pas, ne travaillent pas. On voit que l'ambition est là du côté de la majorité présidentielle, mais en même temps on se dit, mais avec quel bilan? Vous avez un passif tellement lourd, comment comptez-vous affronter cela avant les élections? Comment comptez-vous expliquer ce passif que vous drainez tel des casseroles sales? Madame, parce que votre émission, c'est des concepts. Vous savez que, je vais d'ailleurs illustrer, c'est pas un bilan qui fait gagner un candidat. Ça, il faut le savoir, c'est pas forcément un bilan. Parce que si c'était tel était le cas, en 2011, le président de la République aurait eu 90% dans la ville-province de Kinshasa à cause de ses réalisations, hôpital du cinquantenaire, boulevard, autant des réalisations, mais malheureusement... Des éléphants Kinshasa- blancs, quand même. Kinshasa- C'est l'hôpital du cinquantenaire, s'il vous plaît. Trouvez-nous un autre exemple. Ce sont des éléphants blancs qui ne profitent même pas à cette population. de routes réhabilitées, tout ce qui s'ensuit, mais ça n'a pas suffi pour convaincre les électeurs. Donc ce n'est pas seulement le bilan qui suffit pour gagner à une élection. Ça, c'est ce que nous essayons de rappeler à nos électeurs. C'est la sincérité, c'est la communion, c'est
c'est la communication avec son électorat. L'aveu de reconnaître l'échec, qu'on n'a pas su être à la hauteur. Pas l'échec, je dirais qu'on a connu des difficultés à cause de la situation de la crise mondiale qui n'a pas épargné notre pays, la République démocratique du Mais Congo. justement parce qu'on n'a pas, on n'a pas su créer, vous, la majorité qui était au pouvoir, n'a pas réussi à créer de moyens pour que ce choc-là, issu des chocs exogènes, puisse atteindre la RDC. C'est aussi ça, c'était votre responsabilité. Bien sûr, c'était de notre responsabilité. Nous avons fait tout ce qui était à notre pouvoir pour relever un certain nombre de défis. Mais vous voyez combien le pays ne cesse de sombrer avec un gouvernement dirigé par un opposant. Vous savez que ce n'était pas aussi facile pour eux. Ils pensaient que c'était facile pour stabiliser, pour payer les gens à Mais temps. non, la faute est aux opposants. Mais non, mais parce que c'est... Mais ils vont partager avec vous ce bilan, au moins ils le savent. Le chef du gouvernement, aujourd'hui, il est issu de l'opposition. On a de ministres issus de l'opposition. Voilà pour vous dire que ce n'était pas une question de la majorité ou de l'opposition. C'est une question, c'est une crise nationale qui est en train d'être résolue. Et nous espérons que avec le redressement de la situation macroéconomique, la situation va, les indicateurs économiques vont remonter au vert et nous allons répondre aux hydratats de la population et nous espérons que la population nous fera confiance parce que cette population est mature, sait que ce n'est pas de notre responsabilité. Nous avons de bonnes intentions. Malheureusement, il y a des pesanteurs économiques qui nous a nivellés vers le bas. On va parler très rapidement, pour terminer ce bilan, surtout du côté de la majorité présidentielle, hormis ce bilan sur les réalisations, il y a également le bilan sur l'action même de la majorité, à la tête surtout de l'Assemblée nationale. Mon Dieu, c'est quand même une gestion assez catastrophique, calamiteuse de la part du secrétaire général de la MP. Mais vous savez, il ne faut pas voir le président de l'Assemblée nationale comme secrétaire général de la majorité présidentielle. C'est lui qui nous a fait comprendre. Il a refusé de démissionner alors qu'on sait que la loi ne prévoit, demande à ce qu'on ne puisse pas... Je peux répondre, madame? Je vous en prie. Vous avez posé une question. Je vous en prie. Vous avez la réponse? Je vous en prie, oui. Vous pouvez répondre. Et donc, il ne faut pas voir au président de l'Assemblée nationale sa casquette de secrétaire général quand il dirige les débats à l'hémicycle en termes de production parlementaire. La République démocratique du Congo se distingue dans la sous-région, par exemple, en termes de productivité et même en termes d'activité parlementaire, questions orales, questions avec débat. Si vous faites une analyse comparative avec ce qui s'est passé dans les législatures passées, vous verrez qu'il y a une progression, que nos députés sont assidus, et nos députés travaillent et produisent. Sans débat. Entendez-vous par une motion, madame? Vous savez qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a une majorité numérique et politique. Donc, il ne faut pas rêver. Ne vous attendez pas que la majorité... 350 députés puissent réfléchir face à 150... Donc ça ne sert à rien que d'avoir ces motions. Non, mais il y a des débats... Oui, il y aura une majorité qui va automatiquement bloquer. Pas forcément... c'est ce qu'on a remarqué. Non, pas forcément systématiquement bloqué, mais ça enrichit. L'objectif, ce n'est pas de bloquer, c'est d'enrichir le débat, c'est d'apporter des solutions à nos compatriotes. Ce n'est pas faire de la politique spectacle. Je vous assure, à chaque fois qu'il y a débat, qu'il y a interpellation, dites-vous qu'il y a amélioration dans l'action de l'exécutif, notamment avec la question orale, avec débat sur la question par exemple du passeport. Il y a eu nuancement du point de vue initial du gouvernement. Donc ça signifie que c'est grâce à cette action, c'est grâce à ces débats que ça a permis au gouvernement de mettre un peu de l'eau dans son vin. Donc dites-vous que ça apporte quelque chose. Et donc voilà, le débat est important. Le débat, c'est pas de gagner ou de perdre. Le débat, c'est pour apporter, éclairer l'opinion. Le débat, c'est pas pour faire du show. Voilà, ça, ce sont de faux débats. Entrons dans le débat de fond de ce qui intéresse la majorité de nos compatriotes. Notamment, nous nous préparons à aller aux élections.
pour conserver démocratiquement le pouvoir, pour gérer enfin, pour mettre fin à cette gestion consensuelle qui, de fois, nous met en difficulté. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un gouvernement avec des gens qui ont pour premier job de leur vie membres du gouvernement. Vous savez, c'est pas toujours évident. Il y a une première fois en tout, il y a eu une première fois pour Joseph Kabila aussi. Je crois que mais son premier job de la vie, c'était pas être président de la République. Il y a une première fois, surtout, il y aura une première fois où vous serez également ministre. Non, mon premier job, c'est pas être, ça ne sera pas d'être ministre. J'ai été chargé d'études, je suis conseiller, je suis coordonnateur. C'est pas mon premier job. C'est que j'insiste, dans la vie, il faut gravir les échelons. Et là, j'ai dit que nous devons aller vers le peuple. Le peuple doit donner un nouveau souffle à nos institutions, une sorte de légitimité à nos institutions pour pouvoir gouverner, relever un certain nombre de défis et pouvoir gérer pleinement en fonction d'un projet de société. Vous avez plus de 15 ans pour gérer seul. On a vu les résultats à chacun de juger. On espère que lors des élections, chacun aura à se prononcer par rapport. Quand on vous parle 15 ans, soit on peut réduire on a eu à 10. Un mandat. Non, madame, 2006 à 2010, 2011 à 2015. Donc, 10 ans, on peut dire 10 ans. C'est pas pareil. Qu'est-ce qui n'est pas pareil? C'est 10 ans. Si en 2006, les Congolais ont fait confiance au président de la République et sa famille politique. Le mandat a pris fin en 2011. Ils ont redonné un nouveau mandat. Et voilà, ils ont donné un nouveau mandat. Donc vous avez eu 10 ans. C'est un mandat qui a commencé en 2011. Nous sommes là, qui a pris fin en 2016. Le gouvernement, la situation économique n'a pas permis à ce qui est organisation des élections. Voilà, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas cumuler abusivement. On a fait que dire la même chose. Non, c'est pas la même chose. Il a eu 2 mandats. La majorité a eu 2 mandats. C'est pas le même programme. La majorité a été majoritaire pendant 2 mandats, 2 législatures. C'est pas le même programme. Donc, bah oui, différents programmes, mais avec les mêmes têtes, la même gestion. Non, c'est pas avec le même. C'est pas avec la même tête en tout cas. Mais voilà, mais avec, nous sommes dans une démocratie représentative, avec de nouveaux députés, avec un souffle, avec des enjeux du moment. Et là, nous nous apprêtons pour conserver démocratiquement le pouvoir, à aller aux élections. C'est ça l'enjeu. C'est ça, faire en sorte qu'il y ait de jeunes à l'Assemblée nationale. C'est ça ce qui nous intéresse. D'accord. On en parle quand même, parlons de cette élection. On va y aller point par point, sur base en tout cas de la visite attendue de l'ambassadrice, très attendue. Attendue par qui? Laissez-moi terminer ma question. Attendue. Nuancer je ne veux pas nuancer parce que la personnalité a été quand même reçue par le chef de l'État. Cela démontre à suffisance que c'était une personnalité très attendue par aussi bien toutes les autorités congolaises. Là, je parle de Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, je veux reprendre un certain nombre de ses propos et vous allez vous prononcer par rapport à cela. Au sortir de son audience avec le président de la CENI, Nikki Haley affirme que chaque jour où l'élection n'est pas organisée dans le pays, c'est une femme qui est violée, c'est des jeunes filles qui connaissent des grossesses non désirées, ce sont des enfants qui se font enrôler de force dans les mouvements rebelles. Votre réaction? Je ne vois pas des rapports avec les élections. Voilà, il n'y a pas de rapport entre ce qu'elle dit et la tenue des élections. Ça n'a rien à voir, c'est le ciel et la terre. Voilà pourquoi le président Obama et le président Donald Trump a voulu dépêcher son envoyé spécial, parce qu'elle est venue en tant qu'envoyé spécial. Certes, qu'elle est tout simplement ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, pour venir palper les réalités. Certainement, ce qu'elle disait, c'est en fonction des appréhensions, c'est qu'elle attendait par-ci, par-là, c'est qu'elle disait le fruit des lobbies. On parle des États-Unis, c'est organisé. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore un ambassadeur ici, mais les États-Unis, c'est la première puissance en matière de contribution de la MONUSCO. Bien sûr. Donc, les États-Unis ont des yeux un peu partout. Mais voilà pourquoi le président Donald Trump a dépêché son envoyé spécial, de la même manière que le président de la République dépêche aussi ses envoyés, qui sont aussi reçus par les homologues du président de la République, Joseph Kabila Kabange, de la même manière qu'elle a été aussi reçue en tant qu'envoyé spécial du président Donald Trump. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'elle a été quand même, elle était déçue de l'attitude
de notre pseudo-opposition qui elle a déploré un manque d'organisation dans cette... Ah, vous étiez là lors de la réunion. Mais à la sortie, elle a donné son point de vue. Donc, elle a constaté un manque d'organisation, de cohésion, de vision commune au sein de cette opposition qui est opposition parce qu'elle s'oppose à une personne. J'ai dit, ouf, Dieu merci, ils s'opposent qu'à une seule personne. Donc, ils n'ont pas d'idées. Nos idées sont bonnes, meilleures, et voilà. Et ça nous rassure. Donc, l'opposition n'aura qu'à gérer ses affaires, à gérer ses linges, à savoir si elle peut les laver en famille ou pas. Mais du côté de la majorité, est-ce que vous pensez qu'avec cette affirmation, elle a vraiment extrapolé et que les élections, l'organisation des élections n'a rien à voir avec la situation sécuritaire au pays? Pour l'amélioration de la situation sécuritaire. Vous savez, certainement, il y a des éléments dans ces fiches reçues par ces services, notamment leur ambassade. Certainement, elle n'a pas bien cerné, elle n'a pas peut-être bien compris, mais il n'y a pas de rapport. Je constate qu'il n'y a pas de rapport entre ce qu'elle dit et... Juste pour rappeler qu'on parle d'une ambassade des États-Unis, oui, alors elle n'est pas bien cernée. Mais elle peut, elle n'est pas extraterrestre, elle est humaine. Elle peut, on connaît la dextérité avec il y a des éléments, travaille quand mais même. À la sortie de son audience auprès du chef de l'État, près des 2 heures, elle était très contente, elle est sortie de bonne humeur, très satisfaite. En nous référant à l'accord de Saint-Sylvestre, on parle des élections présidentielles, législatives et provinciales. Alors pour qu'il y ait ces élections, il faut qu'il y ait 2 éléments essentiels. Il faut que la CENI dispose du corps électoral. À ces jours, la CENI ne dispose pas encore du corps électoral. Okay. Il faut que la CENI dispose de la loi de répartition des sièges. À ces jours, la CENI ne dispose pas encore de la loi de répartition des sièges. Dépendant du corps électoral. Du corps électoral, voilà. Donc voilà, il faut maintenant, la classe politique, le peuple congolais, nous devons faciliter, focaliser notre énergie pour permettre sur la CENI, faciliter la tâche à la CENI pour que cette CENI, cette commission électorale sur l'indépendance, dispose du corps électoral et ensuite suivra naturellement la loi de répartition des sièges et puis certainement il faudra revoir la loi électorale. Voilà, et puis on disposera des outils juridiques pour aller aux élections crédibles, transparentes. Qu'on espère tout ça peser quand même. On revient encore sur une autre citation, une autre phrase de Kialé, qui demande plus à la CENI de publier, il dit, les États-Unis, nous n'appuierons pas du tout un calendrier électoral si celui-ci ne spécie pas clairement que les élections se tiendront en 2018. Je vous rappelle que les élections de 2011 ont été financées par la République démocratique du Congo à hauteur de 90%. Donc, non, je vous rappelle. Mais rappelez-nous parce que nous rappelons quand même à l'opinion que les élections de 2011... Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de financer nos élections quand on sait que la CENI... Mais avec la proposition de cette centrale électorale qui propose des élections semi-électroniques qui permet à la CENI d'économiser plus de 350... On connaît les conséquences de ces élections et surtout on sait que... Quelles conséquences? Les conséquences de ce vote semi-électoral, on sait que ça a causé comme dégâts dans quel pays? D'autres cieux. Quel cieux? Sous d'autres cieux. Comprenez que certaines personnes ne pouvaient pas le refuser. Aidez vos téléspectateurs. Ça a créé de... Où c'est? Vous ne pouvez pas... L'allusion a été faite notamment au Kenya. Au Kenya, ce n'est pas le vote semi-électronique, c'est le vote électronique. Il y a une différence. Semi-électronique. En tout cas, oui, il y a une différence. Vous ne pouvez pas refuser. C'est le juste milieu. Vous ne pouvez pas refuser à une frange de la population de remettre en cause cela. Surtout de changer les règles du jeu. Non. C'est prévu, madame, c'est prévu dans la loi électorale. Pas les mais vous venez à peine de dire qu'il n'y a pas encore une loi électorale. Non. Je parle des adaptations. Il y aura certainement des modifications. Il y a une loi qui existe, certainement. On peut ou n'est pas modifier, mais c'est-à-dire cette loi... Donc on ne peut pas se référer à cette loi-là Non, c'est la loi qui permet à la CENI de procéder à l'enrôlement, à la constitution de son corps électoral, c'est cette loi. Mais j'ai dit que probablement cette loi sera modifiée, probablement. Mais cette loi peut ne pas être modifiée, il y aura bel et bien élection. Bel et bien, on n'a pas besoin de modifier cette loi pour qu'il y ait vote électronique ou semi-électronique, parce que cette loi
prévoit le vote manuel ou électronique, c'est dans la loi électorale, donc on n'a pas besoin de toucher à la loi. Et donc je disais que cette On n'a pas besoin de toucher à cette partie de la loi. Ben, cette partie de la loi, ou même de la loi pour qu'il y ait élection. Avec cette loi à l'état actuel, on peut aller aux élections. On peut aller aux élections. Et économiser du temps d'ailleurs pour qu'on n'ait pas examiné une autre loi. Non, pour et examiner... réduire un peu la fameuse, les fameux 504 jours préconisés par Nanga. Oui, Ça parce que ça ne nous arrange pas les 504 jours, parce que nous voulons aller rapidement aux élections. Sérieux? Pour prendre, oui, pour reprendre la primature. Vous pensez que ça nous enchante que l'UDPS dirige la primature? Nous, du PPRD, nous, de la majorité... Et encore de quel UDPS vous parlez? Libre à vous de cataloguer l'UDPS, je ne sais pas, mais moi j'ai dit ça ne nous enchante pas d'avoir des opposants au gouvernement. Nous voulons gérer pleinement le pouvoir, mettre en œuvre notre projet de société. Et donc, nous voulons aller rapidement aux élections, récupérer la gestion complète de la chose publique. Donc, c'est possible pour notre expert national, Nanga, je crois, peut-être pour certains, qui est le seul au milieu de ces 80 millions de Congolais à pouvoir gérer la Commission électorale nationale. Il est possible pour notre expert national de réduire les 504 jours et de nous donner mais tout est possible. 300 jours. Mais bien sûr, tout est possible à partir du moment où je vous dis, avec le vote semi-électronique, cette centrale électorale économise environ 350 millions de dollars. Ça signifie que si cette centrale, cette machine électorale de la République se concentre, il y a possibilité de réduire des jours pour nous permettre, nous, majorité, qui pensons gagner les élections à tous les niveaux, de la base au sommet, parce que nous sommes prêts, pour ceux qui ne le savent pas. D'ailleurs, nous, les élections, on peut les organiser à tout moment. Nous, notre famille, elle est prête. Je demande les autres aussi, hein. Oh, madame, demandez à partir de New York, demandez à partir de Washington et à Bruxelles. Mais nous, nous demandons à partir de Lubumbashi, à partir de On a vu certains le demander également dans le Kwilu, dans le Congo central, mais être interpellés, être tabassés. Mais chacun essaie de le faire aussi. Tabassés comment? Quand il y a de la provocation, quand il y a... Quand on est dans les intentions. On a vu quelqu'un voulait le faire à Lubumbashi, on sait ce qu'il est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas. Mais on sait quand même. Moi, je ne sais pour pas. dire qu'il y a d'autres, si vous avez la facilité de faire vos appels facilement, en toute liberté, d'autres n'ont pas ce privilège. Parce que nous respectons nos institutions, nos forces de sécurité, nous collaborons parce que nous sommes dans les régimes d'information et puis nous n'avons rien à cacher. Jusque-là, vous n'avez jamais entendu la majorité casser, piller, voilà. C'est normal quand... Ils bénéficient donc de traitement de faveur. De cette présomption, la compétition nous sommes de bonne foi parce que jusque-là, on n'a jamais pillé, cassé, caillassé. Nous n'appelons jamais à la révolte, à la désobéissance civique. C'est tout à fait normal. Ceux-là qui ont l'habitude. En harmonie, en connivence avec l'appareil étatique. Nous respectons. Et vous bénéficiez d'un traitement de faveur. Nous considérons que ce sont des institutions de la République. Ce ne sont pas les institutions de la majorité. Et donc, nous avons intérêt à travailler pleinement en harmonie. Parce que c'est pour nous, c'est pour la République. C'est des institutions de la République. Après nous, ces institutions-là seront là. Donc, on n'a pas intérêt à détruire nos institutions, à saper l'image de ce qui symbolise la République, c'est-à-dire tenue de militaires, de policiers, ce sont des symboles de la République. Et voilà. Donc, qu'à ne déplaise à ceux-là qui sont là pour appeler à la révolte. D'ailleurs, l'envoyé spécial, ça n'intéresse pas le média quand elle dit que elle est contre la transition, la fameuse transition sans Kabila. Mais il renvoie les gens dos à dos. On a vu combien l'opposition radicale était déçue à l'issue de la rencontre avec l'envoyé spécial, que c'était pas possible, parce qu'elle parlait des élections en 2010. 2017, il n'y a rien. Et la dame, la gentille dame, parle des élections l'année prochaine. Elle est gentille quand elle affirme des propos qui vous arrangent. Elle devient... Elle ne connaît absolument rien quand elle avance ses propos. Mais pas toujours. Mais elle était contre, elle a milité contre notre élection au Conseil des droits de l'homme. C'est pas pour autant qu'on a fait d'elle notre ennemi, non. C'était son point de vue. On a respecté son point de vue. Nous avons battu notre campagne
auprès des États qui votent, même si les ennemis du Congo ont confondu l'adresse. Pour eux, les élections s'est passées à Genève. Vous savez combien les gens sont déconnectés. Pour eux, c'était à Genève. Ils ont manifesté à Genève, alors que les élections avaient lieu, c'était à New York. Donc, ils ont déphasé totalement. On va carrément terminer avec cette émission, avec d'autres propos, en tout cas relayés par Niki Haley, qui me permet de vous poser des questions à vos politiques, qui avaient quand même la gestion de ce pays, pour nous permettre d'avoir enfin ces élections à peser et d'éclairer la population. Il demande à ce que toutes les parties prenantes s'impliquent pour la réussite du processus électoral. Devront, quand il parle de l'implication, il parle de la SYNCO, il parle du rassemblement, il parle de l'opposition. Est-ce que devons-nous avoir un autre dialogue? La SYNCO n'est pas... En tout cas, je lis. SYNCO n'est pas partie prenante. Je dis les évêques. Il s'agit des évêques. Il s'agit donc, je dis ce qu'elle a cité, les évêques, les partis politiques, le président de la République lui-même. Est-ce qu'un troisième dialogue s'impose à nous? Le dialogue pour éviter, par exemple, ce qui arrive maintenant au Kenya? Mais le dialogue est permanent. On a mis en place ce qu'on appelle le Conseil national de suivi de l'accord de Saint-Sylvestre. Le dialogue est permanent. Nous devons continuer à dialoguer pour le bien-être de notre population. Quand on parle du dialogue, c'est-à-dire pour certains revenir dans l'application, selon certains, de l'accord de la Saint-Sylvestre de 2016. Ben, il faut continuer à dialoguer. Ça a toujours été le vœu du chef de l'État en tant que président de la République et même de notre famille politique. Avec à la clé un autre gouvernement, d'autres ministres, un autre président du SINSA. Vous savez, si on doit négocier pour boutiquer des postes, mais vous avez ouvert la brèche. Hein. Si vous aviez bien géré, si vous aviez organisé les élections à temps, on n'aurait pas eu tout ça. Mais voilà, si aussi l'opposition était organisée, le problème, c'est pas l'opposition. L'opposition peut être plurielle, mais si ceux qui étaient en charge d'organiser les élections avaient organisé ces élections, on n'aurait pas arrivé à monnayer des postes. C'est ça, en fait. Madame, si l'opposition était organisée, on aurait nommé véritablement un opposant du groupe homogène. On n'aurait même pas eu besoin de nommer s'il y avait eu élection. Vous alliez continuer la gestion. Mais le président de la République organisait se prévoir. Bien avant 2016, il a mis la classe politique ensemble pour qu'il détermine avec nos ressources quel type d'élection qu'on pouvait organiser. Les gens ont crié, ah voilà, ils veulent violer la Constitution, ils veulent changer. Or, c'était pour organiser des élections correspondant à nos revenus. Je vous remercie. Je crois que le public a été également informé. Je vous remercie, madame. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos remarques et suggestions. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en notre campagne. On se dit au revoir et à très bientôt.